Aujourd'hui, on fait un cours sur la question du corps et plus spécifiquement le corps vieux, puisqu'on va parler du vieux corps qui est le nôtre. Et qu'est-ce que vieillir en démocratie? Mais qu'est-ce que vieillir d'abord tout court? Parce que c'est tellement un immense sujet. Et je vous rappelle que le cours que nous faisons avec Frédéric Worms d'introduction de philosophie à l'hôpital, bien évidemment, il va continuer avec Frédéric ou pas, parce que peut-être que Frédéric fera un cours lui aussi tout seul à la rentrée. Il aura peut-être envie de faire ça. Il faut que on verra ça. Mais en tout cas, le cours qui est le nôtre continuera. Hein, il y aura un acte 2 et qu'est-ce qu'il y a? Le son. Quoi? Trop près. Là, c'est mieux? Pardon. Ben, voilà. Voilà, voilà. C'est mieux ça? C'est mieux là-haut? Bon, on coupera tout et on recommencera tout. Hein. Donc, juste quand même pour dire la chose importante au niveau du cours, c'est que cette question du corps, cette question des pénibilités, cette question de l'allongement de la vie, du vieillir en démocratie, des fragilités ici ou là, etc., toutes ces questions, elles vont perdurer. Hein, et elles seront aussi dans le numéro 2 de ce grand cours d'introduction notions et textes de philosophie à l'hôpital. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout, si vous voulez, un point final. Aujourd'hui, c'est voilà, le début d'un cheminement, même si la semaine prochaine, alors on continuera plus spécifiquement sur la question de la mort la semaine prochaine, mais de toute façon, à la rentrée, on reprendra aussi ces questions-là. Alors aujourd'hui, on va avoir en gros quatre moments. Un premier moment sur, de façon un peu rapide, quelque chose qui me semble symptomatique de notre vision du corps, c'est-à-dire la vision platonicienne du corps. Et donc on reprendra la scission qui se joue déjà chez Platon au travers de différents dialogues. Et bien évidemment, c'est de façon, on va survoler. Hein, c'est pour ça que je dis qu'on y reviendra aussi en septembre. Mais partir de là, et qui crée, si j'ose dire, à la fois cette position de reconnaître la nécessité du corps, et même voire parfois de le valoriser, et puis bien évidemment de le dévaloriser, de le disqualifier, et même d'en faire quelque chose qui empêche. Hein. Et donc on verra chez Platon quelque chose qui est certes spécifique à Platon, mais qui résonne comme si, depuis longtemps, en tout cas dans cette civilisation occidentale qui est la nôtre, cette dichotomie, cette ambivalence de notre rapport au corps est quand même ancrée depuis un certain temps, et notamment la position platonicienne le dit bien. Donc ça, c'est un premier point. Donc qui n'est pas directement le vieux corps, qui est le corps et l'âme. Hein, la scission esprit-corps. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, on lancera un tout petit film, non pas un film entier, mais je crois 5 minutes, enfin un extrait, d'un film qui s'appelle Le sens de l'âge, de Ludovic Viro, qui est d'ailleurs présent, et je l'en remercie. Et ce qui est intéressant alors on ne verra pas du tout le film, mais ce qui était intéressant, c'était d'entendre aussi des paroles, puisque c'est précisément tout un travail autour de qu'est-ce que la vieillesse. Et notamment, on entendra 3-4 personnes qu'on a sélectionnées pour nous dire qu'est-ce que c'est que vieillir, quel sens ça revêt pour elles, etc. Et à partir de là, à ce moment-là, s'enchaînent trois parties. Une première partie autour de Cicéron. Donc une première partie autour de Cicéron avec un texte très connu sur, bien évidemment, la vieillesse. On y reviendra. Une autre partie, texte quasiment antinomique et en même temps proche de Simone de Beauvoir, qui est également un grand texte sur la vieillesse. Et on verra comment modernité, antiquité, homme, femme, les conceptions par la question archétypale du vieil homme magistral, magnifique, et versus une approche beaucoup plus sociologique, beaucoup plus massive sur la chosification de l'âge
comment dire, avec Beauvoir. On dira un mot ici ou là de Montaigne, de Sénèque, mais ça sera plutôt en septembre qu'on reprendra ça. Et puis une dernière partie, plus pour conclure, sur cette antinomie du logos et du corps, et le fait que le logos, quand il se présente comme haine du corps, en fait est une haine du logos lui-même. Et on va essayer de défendre cette vision-là, et notamment de parler de la question de la performance comme un travestissement terrible que subit non seulement la raison, puisque tout ce qui est la raison instrumentale est bien évidemment un travestissement de la question de la raison, et donc cette notion de performance, mais la performance appliquée au corps, on connaît aussi ça, et c'est un autre système de déshumanisation et de rationalisation fort qui s'abat sur le corps lui-même. Voilà un petit peu les étapes d'aujourd'hui, et puis notre séance classique d'échanges et de questionnements réciproques. Alors, le corps dans la philosophie platonicienne, d'abord, vous avez, là aussi de façon très schématique, mais dans les différents dialogues de Platon, vous n'avez pas une même position. On va dire qu'il y a le Gorgias d'un côté, qui va poser une certaine définition du corps. Je vais citer quelques passages. Le Phédon, bien sûr, grand moment sur la question du corps, de l'âme, de la mort. On y reviendra, le Phédon d'ailleurs, la semaine prochaine, avec qu'est-ce que l'apprentissage de la philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc on verra qu'entre le Phédon et Montaigne, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-il seulement possible d'apprendre à mourir? Et même, est-ce que c'est souhaitable, de fait? Donc qu'est-ce qu'on cherche à dire par là? Et puis, un autre type de texte, le banquet et le timée. Et donc, la conception du corps, bien évidemment, bien que paradoxale, n'est pas contradictoire entre les deux, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qui est défendue. Alors, je cite le Gorgias, c'est en 492 E, 493 A. Je ne sais plus quel est le traducteur, mais cependant, même à la manière dont tu l'as dépeint, la vie est une chose bien étrange. Au fait, je me demande si Euripide n'a pas dit la vérité dans le passage que voici. 2 points. Qui sait si vivre n'est pas mourir, et si mourir n'est pas vivre? Et il est possible que réellement nous soyons morts, comme je l'ai entendu dire à un savant homme qui prétendait que notre vie actuelle est une mort, que notre corps est un tombeau, et que cette partie de l'âme où résident les passions est de nature à changer de sentiment et à passer d'une extrémité à l'autre. C'est donc dans le Gorgias. Qu'est-ce que cherche à dire, et ça va être un des points importants chez Platon, c'est ce jeu de mots et pas que. En grec, le corps se dit soma, et on l'entend somatique, etc. Bon, somatologie, soma. Et la sépulture, le tombeau se dit séma. Bon, alors, est-ce que c'est simplement un effet de langue? Non. L'enjeu, bien évidemment, ça va être de poser que quand l'âme est dans son corps, c'est effectivement pas « je suis un corps », parce qu'on pourrait dire « je suis un corps », c'est une vérité d'ailleurs, nous sommes des corps. Mais nous disons souvent « j'ai un corps », comme si le jeu était d'emblée
dissocié. Il avait un petit sac, et ce sac, ça s'appelait un corps. Bon. Donc, et alors là, en l'occurrence, corps comme tombeau, c'est-à-dire que c'est un corps comme une prison. C'est un corps qui m'empêche. C'est un corps qui même empêche l'âme d'être telle qu'elle doit être. Et donc, qui donne à l'âme des allures de mort, ce qui est tout à fait vrai, puisque nous sommes dans un système grec qui pose l'immortalité de l'âme et la mortalité du corps, mais qui dissocie les deux. Alors, il est évident que quand l'âme est, à un moment donné, dans son viatique corporel, il est évident qu'elle est entravée et que c'est sa période mortelle, et que comme sa nature profonde est l'immortalité, ça vient bien évidemment créer une discontinuité dans sa manière d'être. Bon. Et quelles vont être les différentes caractéristiques de ce corps au niveau des différents arguments de la disqualification posée par Platon dans le Gorgias et notamment dans le Phédon? Vous allez voir, je cite le dialogue entre Simmias et Socrate dans le Phédon. Je vais citer différents passages. Et quand il s'agit, par exemple, ça c'est un des arguments, pourquoi on lui en veut à ce corps, alors que bon, il n'est pas si méchant. Bon, mais si, il a, de fait, il pose problème. Et quand il s'agit de l'acquisition de la science, le corps est-il, oui ou non, un obstacle? Si on l'associe à cette recherche, je m'explique par un exemple. C'est Socrate qui parle. La vue et l'ouïe offre-t-elle aux hommes quelques certitudes, ou est-il vrai, comme les poètes nous le chantent sans cesse, ça c'est généralement mauvais signe, que nous n'entendons et ne voyons rien exactement? Or, si ces deux sens corporels ne sont pas exacts ni sûrs, les autres auront peine à l'être, car ils sont tous inférieurs à cela. N'est-ce pas ton avis? Si, entièrement, dit Simmias. Quand donc, reprit Socrate, l'âme atteint-elle la vérité? Quand elle entreprend de faire quelques recherches de concert avec le corps, nous voyons qu'il l'induit en erreur. Bon. Donc, premier argument de la disqualification du corps, c'est que les sens sont trompeurs et que le corps empêche littéralement d'avoir une approche cognitive certaine, véridique, et que donc c'est un obstacle à la recherche de la science. Les sens nous troublent, et la recherche de la vérité, précisément, est entravée par le corps. Je continue, c'est dans Phédon 65c, mais l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble. Voilà. Donc, la question de l'intensité du corps, vous vous souvenez, dans la première séance, on avait parlé de cette expérience essentielle que le corps peut donner, notamment le corps malade, parce que soudainement, c'était Frédéric Worms ici qui parlait d'intensification de la vie. On pourrait dire intensification de la vie, c'est précisément par ce vécu-là sensible que l'on peut toucher à une vérité. Là, il nous est dit précisément l'inverse. Mais l'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l'ouïe, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir, mais qu'au contraire, elle s'isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps, et qu'elle rompt autant qu'elle peut tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de quoi? De saisir le réel. Donc, le corps, qui est physique et donc réel, empêche de saisir le réel, avec un grand R, sous-entendu les idées, sous-entendu, puisque chez Platon, le vrai réel, c'est le réel de l'intelligible, de l'éternité des idées, et non pas de ce que l'on peut voir autour de soi. Ainsi donc, et il poursuit, ici encore, l'âme du philosophe méprise profondément le corps,
le fuit et cherche à s'isoler en elle-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a eu une disqualification intellectuelle, une disqualification méthodologique. Vous voulez chercher la vérité, mauvais outil, le corps. Disqualification méthodologique, ce n'est pas le bon outil pour aller chercher la vérité. Mais mépriser profondément le corps, on a fait un cran là. On est déjà dans la disqualification morale du corps, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça pourrait être un mauvais outil, ce n'est pas pour ça qu'il est mauvais en soi. Et là, on voit très bien qu'on est passé déjà à une autre étape qui est une dévalorisation et pas simplement le fait de dire il y a une non-adéquation de cet outil. Et puis on va continuer. Le moyen le plus pur de le faire ne serait-ce pas d'aborder chaque chose autant que possible avec la pensée seule, sans admettre dans sa réflexion ni la vue ni quelque autre sens, sans entraîner aucun avec le raisonnement, d'user au contraire de la pensée toute seule et toute pure. Hein, donc on rentre vraiment dans cette... on connaît, c'est-à-dire cette idée que l'esprit, hein, que l'acte de connaissance est un acte de purification. Qu'il faut se débarrasser de ce corps, que ce corps est un embarras, qu'il empêche l'accès à l'idée pure. Hein. Pour se mettre en chasse de chaque chose en elle-même et en sa pureté, après s'être autant que possible débarrassé de ses yeux et de ses oreilles, si je puis dire, de son corps tout entier, parce qu'il trouble l'âme et ne lui permet pas d'arriver à la vérité et à l'intelligence, etc., etc. Donc, le corps empêche l'âme d'atteindre la connaissance du vrai. Plus encore, on continue dans la disqualification, alors, et même dans le saut qualitatif, puisque là, clairement, et on y reviendra la semaine prochaine, il est posé qu'il semble que la mort est un raccourci qui nous mène au but, de fait. Hein. C'est vrai que ça nous mène au but, mais là, on entend le but comme finalité suprême, puisque tant que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons et nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité. Car le corps nous cause 1000 difficultés par la nécessité où nous sommes de le nourrir. Qu'avec cela, des maladies surviennent. Nous voilà entravés dans notre chasse au réel. Il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de chimères de toutes sortes, d'innombrables sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte vraiment et réellement toute possibilité de penser. Donc on part de là quand même. On part du fait que nous n'avons jamais encore rencontré une pensée dissociée d'un corps, mais qu'on pose précisément que d'emblée, cette pensée associée au corps, elle est en danger, elle est disqualifiée, elle ne pourra pas faire sa tâche de pensée. Donc on crée comme dirait un double bind. Hein, Gregory Bateson et les penseurs de Palo Alto diraient mais c'est une injonction contradictoire, on est perdant de chaque côté, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de pensée sans corps et sans cerveau en l'occurrence, si on veut plutôt dire ça. Et puis il y a et puis en même temps, bien évidemment, le fait est que ce soit associé à ce corps est problématique pour elle. Mais on est dans le corps contamine. Hein. Il y a une toxicité du corps. Il crée, alors c'est ça aussi, il crée des nécessités. Par exemple, nous sommes dans l'obligation de le nourrir, de fait. Il crée des nécessités, mais il crée des nécessités inutiles. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et pourtant, c'est une nécessité. C'est ça, c'est ce hiatus-là qui est violent. C'est ce hiatus de on ne peut pas faire autrement. Mais le pire de tout, c'est que même s'il nous laisse quelques loisirs et que nous nous mettions à examiner quelque chose, il intervient sans cesse dans nos recherches. Il nous rend incapables de discerner. Donc il a une fonction de trouble du discernement, parce que c'est la fonction essentielle de l'esprit. Nous n'aurons, semble-t-il, ce que nous désirons et prétendons aimer, la sagesse qu'après notre mort, ainsi que notre raisonnement le prouve,
mais pendant notre vie, non. Bon. Tant que nous serons en vie, le meilleur moyen, semble-t-il, d'approcher de la connaissance, c'est de n'avoir, autant que possible, aucun commerce ni communion avec le corps. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est le Phédon. Donc, c'est quand même un état des lieux compliqué. Disqualification du corps, disqualification des sens. Pas simplement un déclassement méthodologique, etc., mais une intoxication, une contamination du corps. Quelque chose qui obstrue, qui empêche. Le corps n'est pas un viatique, un véhicule, mais il est précisément ce qui ne permet pas. Donc l'outil par excellence non capacitaire par rapport à la recherche de la vérité. Bon, alors, bonne nouvelle, c'est que cette philosophie, elle est intenable, même chez Platon. Et que tout de même, il sera le premier aussi à le comprendre. Et donc, vous allez avoir un deuxième temps, enfin un deuxième temps qui n'est pas d'ailleurs nécessairement chronologique, mais se place une autre vision de la question du corps, déjà dans le banquet. Le banquet, c'est ce texte, bien évidemment, qui rassemble différents philosophes, rhéteurs, penseurs, amoureux. C'est ce texte où, à la fin, Alcibiade vient faire sa déclaration d'amour, si vous vous en souvenez, à Socrate. Et c'est très intéressant parce que Socrate, c'est le vieux corps, Alcibiade, c'est la beauté, la jeunesse. Et précisément, Alcibiade va comparer Socrate à un silène. Si vous vous souvenez de quelle tête ça a un silène, c'est vraiment très très laid. Mais c'est à juste titre, c'est une bonne comparaison. Mais un silène, à l'intérieur, généralement, vous aviez, en tout cas c'est comme ça, des divinités, c'est-à-dire d'autres petites statuettes qui expliquaient que, en gros, il faut dépasser la question extérieure du physique et que c'est à l'intérieur, on accède à la beauté intérieure, et c'est seulement cette vérité-là qui est supérieure. On verra ça dans un autre cours, mais c'est vrai que c'est un texte assez fantastique, puisque Alcibiade va expliquer son amour pour Socrate et en même temps expliquer comment il a été éconduit par Socrate alors qu'il lui faisait une cour éhontée, qu'il était allé se cacher dans son lit, enfin bon bref. Donc, déjà, vous avez une place sur le corps comme possibilité de corps, du beau corps, mais même le corps de Socrate n'est pas forcément un obstacle, le beau corps vers l'idée du beau. Donc la possibilité déjà que même par le corps, et notamment les arts, et on va dire une vision apollinienne, et pas dionysiaque du corps, mais une vision apollinienne de la juste forme, etc., il est possible d'accéder à l'idée du beau. C'est insuffisant, ça renvoie à ce qu'on appelle l'Aphrodite populaire, l'Aphrodite vulgaire, alors qu'il faut viser l'Aphrodite céleste, et c'est en ça que Alcibiade est le premier à se désintéresser du corps laid de Socrate et à aimer Socrate indépendamment de ce corps qui est laid, parce qu'il renvoie à l'Aphrodite céleste. Donc ça, c'est déjà dans le banquet, vous avez déjà une possible valorisation du corps. Et puis dans le Timée, vous allez avoir en revanche la juste équation que va défendre tout de même Platon, c'est-à-dire la question de l'harmonie, tout de même. La question de l'harmonie, je le cite, « Il n'y a qu'un seul moyen de salut, ne pas exercer l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme. Un seul remède, ne mouvoir ni l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme, parce que se défendant l'une contre l'autre, ces deux parties préservent leur équilibre et restent en santé. » Donc c'est quelque chose quand même de plus humain, de plus possible pour nous. Mais on ne peut pas quand même dire
c'est cette vision-là qui l'emporte nécessairement. Et donc, on part de là. Enfin, on part de là. En tout cas, cette vision platonicienne, elle est profondément ancrée dans la philosophie. On aurait pu aujourd'hui parler aussi des religions, etc. On y reviendra là aussi sans doute à la rentrée. J'espère qu'il y aura un grand cours sur religion et soins. Mais en tout cas, voilà, on fait avec cette ambivalence profonde qui met en cause toutes les forces qui pourraient être ressenties comme positives. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un corps? Il y a parfois un peu de... c'est Dagonier qui écrit ça dans un livre sur le corps un et multiple. Je n'ai plus l'année en tête, mais Dagonier dit voilà, quelles sont les prérogatives du corps? De la stabilité tout de même. Il y a un effet de stabilité, même si c'est visible. Il y a le fait qu'il y a une solidité entre les différents constituants. Il y a une figurabilité d'une certaine forme de cohérence. Tout ça, ce sont des atouts. Là, pour le coup, on est plutôt dans cette disqualification, même si, encore une fois, et notamment chez les Grecs, il y a une esthétisation du corps qui peut être aussi une éthique du corps, un ethos, on l'a souvent dit, une manière d'être. On sait à quel point dans la manière d'être des Grecs, avoir un beau corps, c'est aussi la traduction tout de même aussi d'un certain souci de soi. Et que donc, c'est pas neutre. La question de la gymnastique, la question de l'érotique des différents corps, etc., ce n'est pas quelque chose qui est totalement à neutraliser. Et par le soin qu'on donne à son corps, on dit quelque chose aussi de son âme. Et on dit aussi quelque chose de sa relation avec les autres en leur donnant à voir, non pas la beauté cosmétique, mais une certaine idée de la forme, hein, de la juste forme. Et ça, c'est bien évidemment la question de l'exercice physique, etc. C'est-à-dire qu'il y a, bon, et ça, ce sont des données très importantes. Alors, voilà un petit peu d'où on part et on va voir comment, avec cette disqualification, quand ça vieillit, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Et on en voit donc les quelques témoignages de nos aînés sur le sens du vieillir et qu'est-ce que ça leur apporte aussi, ce temps-là qu'ils ont maintenant devant eux. J'ai beaucoup de chance de ne pas être malade et d'avoir une bonne santé, puis d'avoir des bons gènes, parce que mourir, ça peut toujours aller, mais souffrir puis se voir se déglinguer, c'est pas drôle. Et quand on devient malade, de faire le deuil de certaines parties de soi, tu sais, de faire le deuil de ses oreilles, de moins bien entendre, de faire le deuil de ses yeux, de moins voir, de faire le deuil de marcher vite. Quand tu es habitué à marcher vite, d'un coup, tu te rends compte, tu es très essoufflé, mais tu as juste marché comme d'habitude. Mais que le marcher comme d'habitude ne peut plus être comme d'habitude. Monsieur Lefebvre, je trouve votre lieu extraordinaire. Oui. Vraiment. C'est la première fois que je viens ici. Et ça respire, le papier, les livres et tout ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Ah, c'est la 22e année. Oh là là! Ouais. Ah bon. 22 ans. Bon, ben, je vais revenir parce que j'ai repéré des livres qui me plaisent, mais je suis sûre que vous en avez encore énormément à découvrir. Oui, j'essaie d'avoir les plus populaires que le fameux suédois, le Mankell. Oui, oui, oui. Ensuite, le Oui, il me fait fameux peur, américain. Oui, ben, à juste titre. Mais c'est ça, la littérature, ça peut faire peur des fois aussi. Hein. Mais lui, je trouve que c'est les crimes là, qu'ils commettent, c'est absolument horrible. Oui.
Oui, Le détective, je l'aime bien. Oui, oui, c'est ça. Ouais, hein? Oui, il est Ça, je très, l'aime très bien. humain, Ouais. si on peut dire, hein. Ouais, On se ouais, reconnaît ouais, en ouais, lui, ouais, oui. ouais. Et tous les hommes vieillissants peuvent se reconnaître en lui, parce que dans un de ses volumes, je me souviens que j'avais eu des ennuis semblables, mais il allait faire son enquête sur des petites routes en Suède. Alors, il neigeait, comme aujourd'hui, il était au volant de sa voiture, et je pense qu'il est descendu 6 fois de sa voiture pour uriner, parce qu'il avait des ennuis avec sa prostate. Alors, on peut se reconnaître quelquefois dans le personnage, mais les crimes sont Ah, très, ils très sont affreux, crapuleux. ils sont Ouais, affreux, ouais, affreux, affreux. Moi, j'ai arrêté de le lire parce que je trouve ça trop affreux. ouais. Je vais revenir vous voir. Ouais, ça me fera plaisir. Et vous pourriez m'en indiquer quelques-uns Ah, peut-être. j'essaierai Hein? de vous donner de nouveaux frissons. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hein? Alors, au revoir. Au Hein? plaisir. Et au Plaisir de vous plaisir. voir. Oui. Pour le moment, là, ce qui est le plus fou, mon projet, c'est de m'asseoir dans un fauteuil et de regarder par la fenêtre, c'est tout. Et je me dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui va surgir. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir justement en restant assis Oui, comme c'est ça. Puis je me dis que si j'arrête pas de travailler, je vais avoir 80 ans en février, bien, je ne saurai jamais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie que de naître, de grandir, de quitter ses parents, comme j'ai fait, de me marier, d'élever des enfants, d'avoir une profession qui m'a intéressée. Et quand on arrive au bout du chemin de sa vie, il doit y avoir autre chose. Et ça, c'est ma curiosité. Moi, j'étais une combattante, une rebelle, et il fallait que je vienne à bout de tout. Et puis quand je regarde ça, je me dis, mais maintenant, plus du tout. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. En vous le disant, je ris parce que je trouve ça à la fois merveilleux et étonnant de voir comment on change dans la vie. Et c'est pour ça que, même s'il y a des choses lourdes dans la vieillesse, il y a une espèce de légèreté aussi, de se rendre compte que finalement, on s'est débarrassé de beaucoup de choses qui étaient inutiles, mais qui ont probablement été utiles à leur temps, dans leur temps, mais qui ne l'est plus maintenant. Parce que, je veux dire, si on ne voulait pas maîtriser sa vie puis contrôler certaines choses, on ne ferait jamais rien. Mais en vieillissant, c'est nécessaire, ça, le contrôle, et avoir la maîtrise de certaines choses, puis combattre, puis avoir un idéal, etc. Mais rendu dans la vieillesse, c'est plus nécessaire. Et ça, c'est les épaules baissent, hein? C'est confortable. Et puis je trouve que ça aide à accepter la vieillesse. Pour le moment, moi, j'en ai pas tellement d'inconvénients. Comme je vous disais tout à l'heure, parce que j'ai une bonne santé, puis que j'ai une bonne hérédité. C'est pas de ma faute, hein? C'est comme ça. Alors, mais il y a quelqu'un qui me faisait, une amie très proche, qui me disait, tu finis toujours tes phrases maintenant par c'est comme ça. Mais c'est vrai, je m'en rendais pas compte, mais c'est comme ça, je veux dire, on n'y peut rien. C'est intéressant parce qu'effectivement, je crois que c'est ça, le paradoxe, enfin un des paradoxes du vieillir, c'est ce deuil de soi. Ce deuil de soi, quand elle dit il faut faire le deuil de ses oreilles, il faut faire le deuil de ceci, de cela, etc. Donc on voit, on perd des pièces là, comme ça, hein, comme un petit à petit. Et ce deuil de soi, et en même temps ce deuil de l'évidence de soi. On croyait que c'était évident, que c'était bon. Donc ce deuil de l'évidence, ce deuil de soi, et en même temps, et c'est ce qu'on voit aussi chez Cicéron, c'est qu'il y a l'émergence d'un autre soi et qui dit aussi la vérité d'un soi. Et chez Cicéron même, il dit le droit enfin d'être soi. Donc c'est cette espèce de ruban de Moebius très particulier où on a perdu plein de pièces et en même temps, il y a ce droit enfin d'être soi. Alors il était où le soi? Bon. Et donc c'est ça
qui se joue et qui est là, pour le coup, très intéressant. Et c'est ce qu'elle dit, cette gravité de la perte et en même temps cette légèreté d'être enfin soi. Elle dit les deux. Elle dit ce mouvement. Et donc, d'une certaine manière, cette légèreté presque juvénile, parce qu'il y a quelque chose qui surgit là. Montaigne dira le vivre à propos. Voilà, enfin. Hein, le sens de la saison, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir également avec Cicéron. Donc, le premier temps, si on accuse la vieillesse, dit Caton, en fait, il ne faut pas accuser la vieillesse, il faut accuser l'intempérance des hommes et leur insuffisance, parce que bien évidemment, on est dans un système gréco-romain qui est un système où la nature fait... Cicéron dit la nature n'est pas un poète sans talent. Hein. Donc, de fait, la nature a bien fait les choses et il y a à chaque âge, hein, on a une sorte de morale de l'ecclésiaste au loin, il y a à chaque âge un temps, une manière d'être, un corps. Et donc, bien évidemment, si vous êtes un vieillard sot, c'est, comme disait notre cher Desproges, que se cachait derrière le vieux con un jeune con. Bon, et que, de fait, permanence des idées et cohérence du tout, il s'est retrouvé à la fin comme au début. Bon. Mais en tout cas, on ne peut pas accuser la nature qui a si bien fait. La nature a fait une chose magnifique qui s'appelle la naissance, elle a fait une chose magnifique qui s'appelle la jeunesse, l'âge adulte, et alors, dit Cicéron, elle aurait manqué sa sortie, elle aurait raté la dernière étape, ça n'a pas de sens. Bon, enfin Cicéron, Caton. Bon, donc ça, premier argument, le véritable sujet de toutes ces plaintes, c'est le caractère et non pas l'âge. Donc, de fait, alors on sait tous ici, plaisanterie mise à part, que c'est vrai que plus on vieillit, plus le caractère, parfois, ce n'est pas simple. Mais bon, et c'est vrai, dit-il, un esprit difficile et chagrin ne connaît le bonheur à aucun âge. Donc, cessons d'accuser la vieillesse de cela. Bon, très bien. Mais alors, à ce moment-là, Scipion ou Lélius, je ne sais plus, lui dit, mais attention, cher Caton, est-ce que tu supportes la vieillesse à cause de tes biens, hein? Sous-entendu, tes biens, tu es un homme riche, puis tu as une bonne santé, tu as ceci, tout ça. Oui, il dit, dans l'extrême misère, c'est vrai que la vieillesse n'est pas supportable même aux sages. Donc. Mais, bien évidemment, ça ne sert pas à ça parce que l'insensé, même dans la richesse, est malheureux. Et donc, de fait, il va falloir à la fois, et c'est pour ça qu'on a pris aussi cet extrait où on voit des livres, et ça va être un point essentiel, hein, dans l'art de vieillir. L'art de vieillir est inséparable de l'étude. C'est vraiment une leçon à tirer de Cicéron, c'est une leçon à tirer de Montaigne. C'est que s'il y a un temps vraiment où on ne peut pas ne pas étudier, c'est celui-là. Or, je crois qu'on l'oublie. D'abord, on oublie parfois la valeur profondément physique et capacitaire de l'étude. Parce qu'on en a fait souvent une machine à diplôme. Mais ce n'est pas ça. Bien évidemment, les études, ce n'est pas obtenir des diplômes, c'est apprendre. Hein, c'est apprendre, c'est comprendre. Et bien évidemment, dans l'art de vieillir, la place de l'étude, la place du soin donné à quelque chose est absolument fondamentale. Et donc, dit Caton, les lettres et la pratique de la vertu, c'est absolument ça qui nous sauve dans la vie, mais plus encore, bien évidemment, dans la vieillesse. Et la vieillesse, ça sera aussi le bilan, bien évidemment, de sa vie. Et donc, il va falloir se mettre en cohérence par rapport à tout ce qui a été fait voilà, durant sa vie. Alors,
il est clair que dans le texte de Cicéron, à la différence, on va le voir dans le texte de Beauvoir, c'est qu'on a une conception élitiste de la vieillesse. Idéal type. C'est-à-dire qu'en gros, il va nous donner des exemples et à chaque fois, ça tape haut, quoi. C'est Socrate, c'est Platon. Alors nous dit-il, le soir d'une vie calme, élégante et pure, a sa douceur aussi et son charme. On se dit, enfin, il va nous parler de quelqu'un qui en gros, bon, quelqu'un comme nous, quoi. Bon. Telle fut la vieillesse de Platon, que la mort vint chercher au milieu de ses travaux, à 81 ans. Celle d'Isocrate, qui nous dit avoir écrit à 94 ans son livre, etc. Ou encore Gorgias, qui a accompli, alors lui c'est le plus fort de tous, en sa 107e année, un livre, tant qu'à faire. Donc, bon, donc c'est vrai qu'on a une conception, et ce sera d'ailleurs une des choses profondément critiquées par Beauvoir, c'est-à-dire une approche qui ne passe que par le cas illustre, le cas exemplaire, l'idéal type. Et elle aura une approche beaucoup plus massifiante, sociologisante, et qui bien évidemment s'intéresse à une vieillesse comme catégorisation sociale, comme chosification, c'est-à-dire ce sont les autres qui vous disent que vous êtes vieux, hein, vous êtes défini par l'extérieur, alors que là, Platon n'a jamais attendu personne pour être défini. Hein, et d'ailleurs, on ne le définit pas ainsi. Donc, de fait, on a ça. Mais essayons de voir que l'exceptionnalité n'est pas la règle, tout ce que vous voulez, mais qu'on peut, si vous voulez, les Grecs fonctionnaient toujours comme ça. Ils fonctionnaient par une personnalisation à outrance, qui est en fait le contraire de la personnalisation entendue au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on va chercher le cas illustre, particulier, non pas du tout pour raconter l'histoire de cet homme dont tout le monde se... mais pour précisément rentrer dans un système d'imitation et donc, en fait, d'en faire, non pas de se conformer à, de faire comme lui. Donc, en fait, le cas illustre cherche à dire comment il faut être. Hein, donc, c'est une personnalisation, mais qui, de fait, renvoie à la règle que chacun doit avoir. C'est-à-dire que vous avez un petit texte, d'ailleurs, là, qui vient de sortir sur droiture et mélancolie de Vesperini et qui met à mal, là, chez Verdier, met à mal la définition, enfin pas la définition, mais l'approche qu'a Pierre Hadot, et on y reviendra, Pierre Hadot, grand spécialiste de Platon, grand spécialiste de Marc Aurèle, de toute la philosophie néoplatonicienne, de Plotin, et qui avait une vision très particulière, vraiment passionnante, de ce qu'on appelle aussi le connais-toi toi-même, le souci de soi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Hadot a pris un parti pris de définir le souci de soi comme quelque chose qui peut parler de manière anachronique, et je pense qu'il a raison aussi, mais que c'est vrai, il ne faut pas croire que le souci de soi, comme nous aujourd'hui, même Foucault, et nous aujourd'hui nous voyons ça, c'est exactement la même façon que les Grecs le perçoivent. Et chez les Grecs, c'est vrai que, et Vesperini a raison, de dire que le soi social et le souci de soi, c'est quelque chose d'assez proche. C'est-à-dire on se comporte d'une certaine manière. Hein. Et je vous donne un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que la fille de Cicéron, Tullia, est morte. Et à ce moment-là, Servius, grand ami, grand homme, lui aussi politique, envoie une lettre à Cicéron pour lui témoigner de sa considération, de ses condoléances, etc. Et voilà ce qu'il lui écrit, parce que voilà ce qu'il lui écrit. Bien évidemment, quand j'ai eu la nouvelle du décès de ta fille, tatati, j'en ai été littéralement accablée, tatati, tatata. Cependant, j'ai décidé de t'écrire brièvement toutes les idées qui me sont venues sur le moment. Pour quelle raison serais-tu profondément remué par ta douleur personnelle? Examine de quelle façon la fortune nous a traités jusqu'à ce jour. Bon. Donc, très bien. Donc, et papa. Et je ne vais pas toute vous la lire, mais lisez-la parce que c'est un modèle du genre. Personne n'oserait envoyer une telle lettre aujourd'hui. C'est son meilleur ami. Hein. Donc, il faut comprendre que, bien évidemment, ce qu'il lui donne là est un fait d'amitié.
pas du tout un mauvais ami. C'est que être ami à ce moment, c'est bien évidemment le souci de soi, le soi social, c'est quelque chose qui travaille ensemble. N'oublie pas que tu es Cicéron, l'homme qui a toujours eu pour habitude de donner conseils et prescriptions aux autres, et n'imite pas les mauvais médecins qui, lorsqu'il s'agit des maladies d'autrui, se déclarent détenteurs du savoir médical et sont incapables de se soigner eux-mêmes. Et donc, voilà, en gros, tu ne peux pas te permettre de faillir, alors que bien évidemment, il est le premier à reconnaître la chose essentielle du deuil de sa fille, et qu'on n'est pas non plus dans une mascarade. Attention, hein, c'est pas il faut faire semblant. Non, c'est qu'il faut avoir cette fermeté d'âme. On n'est pas du tout dans l'hypocrisie sociale. On est dans le fait que, idéal stoïcien, on doit savoir traverser ça. Et en plus, il lui explique que Rome s'écroule, et qu'entre d'un côté sa fille qui meurt et Rome qui s'écroule, il y a quand même un hiatus, quoi. Bon. Et donc, on a résolument cette connivence forte entre la manière d'être et la manière à l'intérieur de soi. Il doit y avoir une cohérence entre le dire et le faire, une cohérence extérieure-intérieure. Alors, je poursuis sur les différentes accusations qui concernent la vieillesse. Caton va en regrouper 4 grands motifs de l'opinion et il va les déconstruire. Le livre est une déconstruction de ces 4 motifs. Le premier motif, c'est l'importunité de la vieillesse. Le fait notamment qu'elle nous interdit l'action. Très bien. Le deuxième motif, c'est qu'elle elle nous interdit l'action, elle nous enlève les forces. Ça serait ce que nous a dit tout à l'heure la perte des pièces détachées. Là, hein, si on veut reprendre un petit peu la métaphore de ce qu'on comprenait tout à l'heure. Elle nous enlève tous les plaisirs, donc la question du plaisir qui n'est pas au même endroit. Elle nous enlève nos forces, donc elle nous rend incapacitaires, et puis elle est le prélude de la mort. Sous-entendu, c'est qu'en dernière instance, même si, quand ça se passe bien, bon, on est plus proche de la fin du parcours. Alors, premier temps, quelle sorte d'action nous interdit la vieillesse ? En fait, tout l'argument va être de dire oui, la vieillesse ne fait pas ce que fait la jeunesse, mais elle fait des choses plus utiles et plus grandes. Et en fait, va y avoir toute une différenciation d'abord entre l'illusion de l'action de la jeunesse, l'hyperpotentialité de la jeunesse, qui est magnifique, on peut tout faire, mais en réalité, souvent, on n'en fait pas nécessairement grand-chose. Et puis, le focus, ce n'est pas le terme, bien sûr, qu'on trouve chez Cicéron, mais c'est ce que ça veut dire, le focus sur certaines actions, parce que de fait, comme il y a une fin des potentialités, il y a une possibilité d'intensification sur telle action. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la supériorité de l'influence, la supériorité du conseil, la supériorité de l'expérience. Tout de même, on est dans un temps où la question de l'expérience compte. Vous avez, je vous renvoie à ce texte, je n'ai pas le temps d'y faire référence, mais de Richard Sennett, qui doit s'appeler la fin de la compétence ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le titre, mais ce n'est pas grave, on trouvera, et où Sennett explique que nous sommes dans un monde, bien évidemment, de dévalorisation profonde de la question de l'expérience, notamment au travail, que cette question de l'expérience est posée comme problématique, que la valeur plus intéressante est bien évidemment l'adaptation, l'innovation, et qu'aujourd'hui, on colle à la question d'expérience la question d'obsolescence de cette expérience. On n'est évidemment pas dans ce registre-là. Chez les Grecs, il n'y a pas d'obsolescence de l'expérience, c'est même antinomique. Hein, au contraire, on constitue une action essentielle. D'autre part,
quel est le grand atout de la vieillesse? C'est la question de la prudence. La prudence, vous le savez, en grec, c'est une des vertus les plus essentielles. Ça renvoie en fait à phronésis. Phronésis, c'est beaucoup de choses. Ça a été traduit en latin par prudentia, donc par prudence, mais en fait, phronésis, c'est sagesse pratique. Hein, c'est cette idée de ne pas être dans une hubris, de ne pas être dans l'intempérance, dans le caractère intempestif, d'être dans la juste mesure. Hein, de donner, d'adapter la chose, de ne pas être maximaliste, de ne pas être inutilement perfectionniste, mais d'avoir ce sens de la juste action au juste moment, pas d'agitation. Hein. Donc, premier argument, c'est que il y a cette valorisation de la juste action. Donc, c'est pas, non pas ça m'empêche de faire des actions, mais c'est je fais un certain type d'action et je les fais en juste mesure. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est, lui dit, mais les vieillards, ils oublient tout. Non, ils n'oublient pas tout. Ils n'oublient pas tout. Ils ont la mémoire hyper sélective. Donc, on continue à chaque fois ce jeu qui est « je dévalorise le tout », et en fait, Caton surfe en disant « non, c'est inutile de dévaloriser le tout. En fait, il faut comprendre qu'une chose va être privilégiée. Il y a un phénomène de hiérarchisation des valeurs, des principes, des choix, et que, d'une certaine manière, c'est vrai. On parle sans cesse de libre arbitre. Le libre arbitre s'exprime par des choix, par de la hiérarchisation. Voilà un âge où, en gros, on hiérarchise. Hein, on priorise, on fait un certain type de choses, et c'est là le privilège de la vieillesse. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans une vision, nous sommes bien d'accord, de la maladie. Hein, on n'est pas dans une vision de la vieillesse malade. On est dans une vision où vous avez absolument une possibilité, on l'a dit tout à l'heure, de l'étude, etc. Bon. Autre argument, c'est de dire on crée du déplaisir aux autres. Intéressant. En gros, les autres nous trouvent odieux. On est laid, on sent pas bon, enfin, que sais-je, hein, enfin, le classique avec tout la fantasmatique derrière. Les jeunes gens n'aiment pas notre compagnie, etc. Et vous aurez tout à l'heure, vu le temps qui file, je le dis dès maintenant, vous aurez tout à l'heure précisément cette question du déplaisir chez Beauvoir, elle est absolument clé. En fait, cette question de qu'est-ce que le corps libidinal du vieil homme ou de la femme âgée. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez avoir un passage très très dur chez Beauvoir, non pas du tout parce qu'elle pense ça, mais comment la société interdit littéralement au corps vieux d'être en relation avec les sens, d'être en relation avec un désir, d'être en relation avec une sensation. Et comment, en gros, tout ce qui est la sexualité, par exemple, doit être interdit. En tout cas, est très, très, très mal, considéré. Et donc, on voit tout de même que déjà, on avait une vision complexe par rapport au corps, mais alors là, il y a comme une impossibilité pour le vieil homme d'avoir accès à ses sens. Je cite, si les vieillards manifestent, c'est Beauvoir sur la vieillesse, si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes revendications que les jeunes,
ils scandalisent. Chez eux, l'amour, la jalousie semblent odieux ou ridicules, la sexualité répugnante, etc., etc. Et donc, ils n'ont le droit que de s'en désintéresser. Hein? Donc, on voit que c'est problématique. Bon, et là, en revanche, chez Cicéron, non. Chez Cicéron, de fait, il y a au contraire, et là aussi, ça veut dire qu'on est dans un autre type de société, il y a au contraire une certaine forme de privilège de la personne âgée auprès des jeunes gens. Et notamment, dit-il, c'est vrai, quand on a un certain type d'éclat, quand on a su garder cette volonté d'être dans la compagnie des jeunes gens aussi. Hein, donc ça, il y a le fait qu'on est repéré comme un référentiel apprenant, de fait, mais faut-il encore se faire voir comme tel? Et donc, c'est la question de la voix, c'est la question de la prestance, c'est la question de ce qu'on donne à être en type d'éloquence, etc. Hein, on a, et donc, on va poser sa voix d'une certaine manière. Hein, il y a des passages entiers sur cette éloquence très spécifique du vieillage. Et comme ça, on devient... En fait, il faut savoir créer un certain type de séduction. C'est ça que ça dit aussi. Bon. Là, ce qui est important dans ce texte-là de Cicéron, c'est que, en fait, la vieillesse doit être d'abord, tout de même, il le dit, mais il ne faut pas l'entendre, encore une fois, comme une chose négative, mais la vieillesse doit être un acte de résistance. Et cet acte de résistance, c'est que, je cite Caton, il faut disputer le terrain à la décrépitude. Bon, c'est dit, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, il n'est pas là à nier, si vous voulez, mais la décrépitude, c'est magnifique, c'est splendide, vous avez manqué là l'esthétisme de la décrépitude. Non, c'est qu'il y a précisément un art de tenir à distance la décrépitude. Et c'est ça, l'art de la vieillesse. Et plus vous êtes dans ce... Donc, on n'est pas dans l'acceptation. Vous voyez, c'est pas l'acceptation de la vieillesse au sens où, mon Dieu, ça me tombe dessus et voilà, et je ne peux rien faire. Non, c'est acceptation de la vieillesse au sens où je tiens à distance cette décrépitude. Et notamment par l'étude, et notamment par un certain type d'action. Je vais vous dire quelques-unes qui sont données. La santé du corps. Le soin au corps. Et alors, c'est pour ça que je reviens par rapport à notre question de départ. C'est que, précisément, c'est dans ce moment plus âgé que le soin du corps ressurgit comme quelque chose qui préserve le souci de soi. C'est là où on refait quand même le lien par le corps, par le fait de prendre soin de ce corps. Et on renvoie à cette... Pourquoi ? Parce qu'on tient à distance le mal, dit Cicéron, et que on est à ce moment-là capable de ne pas simplement définir la vieillesse qu'en termes de défaut. Alors, je poursuis, et là, ça nous renvoie bien évidemment à ce qui serait l'horreur pour Cicéron, la vieillesse, c'est-à-dire la question de la dépendance. Puisque c'est ça, très souvent, qui nous panique. C'est même plus la question d'une esthétique ou de certaines maladies, c'est la question de la dépendance. Et de fait, il le dit, comment un vieillard est toujours honoré, c'est-à-dire comment on maintient cet honneur ou cette dignité, c'est ça qu'il faut plutôt entendre, cette dignité de l'homme âgé, quand il sait faire compter avec lui, quand il maintient ses droits, quand il ne se rend l'esclave de personne. C'est là où il y a la question de la dépendance. Quand il conserve, bien évidemment, jusqu'à son dernier souffle, toute son autorité sur les siens.
c'est plus compliqué. Mais restons simplement sur cette idée de la question de la dépendance. Et donc, on voit très très bien qu'une des questions dans l'allongement de la vie et du traitement de la vieillesse, c'est comment, même dans la question de la dépendance, on maintient ce sentiment de ne pas être l'esclave de quelqu'un ou de ne pas être l'otage de quelqu'un. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire comment, dans la vulnérabilité, on maintient un sentiment de dignité et d'autonomie tout de même, malgré cette vulnérabilité réelle qu'on peut avoir. Et ça, c'est un des enjeux clés de l'accompagnement des personnes âgées. Et puis, dernier point, ce lien, cette dialectique que dit Cicéron entre « comme j'aime le jeune homme qui a quelque chose du vieillard, j'aime le vieillard qui a quelque chose du jeune homme ». Et donc, de fait, il y a cette nécessité de faire circuler les personnalités à l'intérieur d'un même être et les tempos, les manières d'être, la même chose. Alors, comme notre ami tout à l'heure a dit « je me sens légère », la vieillesse est donc aussi un phénomène de libération. Elle nous sort, dit Cicéron, de cette honteuse suggestion. Alors ça veut dire quoi ? Par exemple, en gros, la vieillesse, c'est le goût des autres, mais sans la crise de foi. En gros, je résume. C'est pas comme ça que c'est dit, bien sûr, chez Cicéron, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le goût des autres, pourquoi ? Parce que j'ai précisément ce temps que je peux donner aussi aux autres. Alors, eux, parfois, n'en ont plus, pour moi, je suis d'accord. Donc, c'est bien là tout le problème, c'est de pouvoir maintenir cette connivence des temps. Mais tout de même, je peux être aux autres, je peux m'intéresser aux autres, etc. Mais en revanche, il ne faudra pas que je fasse comme les autres, c'est-à-dire boire, me rouler par terre, manger jusqu'à plus... voilà, parce que là, en revanche, je vais y laisser ma peau. Donc, de fait, c'est ça que quand je dis, voilà, l'art des banquets, c'est Socrate. Socrate qui vient, qui est celui qui tient le plus longtemps, mais qui n'a pas bu et qui repart au petit matin, magnifique, et les autres sont écroulés par terre, tout le monde dort, et lui va chercher la première lueur de la journée. Donc, il y a ce phénomène, voilà, quand il dit se libérer de ses faux plaisirs. Se libérer des faux plaisirs, c'est quand même c'est une délivrance. On a une absence de faux désirs. Et c'est là où on a cette formule, le droit d'être enfin avec soi-même. Le droit d'être soi-même et le droit d'être enfin avec soi-même, et ce privilège de pouvoir donner du temps propre, l'accès au temps propre, le temps défini par soi, c'est absolument la clé de la vieillesse. La découverte des plaisirs tout de même de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Pour conclure sur ce Cicéron, il nous attend, je suis obligée de rire, parce qu'il va nous donner quelques exemples de qu'est-ce qui est véritablement, et ça dit quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on a entendu. Alors il dit, ben voilà, qu'est-ce qui nous attend ? Les jouissances de l'agriculture. Bon, ça veut dire quoi ? En gros, le jardinage. Il faut comprendre que ça va être ça. Donc, en gros, le jardinage, mais en fait, non, c'est plus intéressant que ça. C'est plus intéressant que ça parce que vous connaissez bien la métaphore du jardin. On jardine et son âme et son jardin. Bien évidemment. Et donc, c'est absolument pas neutre. Et là, il va renvoyer à la culture de la vigne, etc., etc. Mais en fait, qu'est-ce que Caton cherche à dire ? Il cherche à dire qu'en fait, la personne âgée a enfin plaisir et a surtout enfin la possibilité de voir la naissance.
Et ça, c'est ce qui a été dit à un moment donné, quand elle a dit, bon, ça, voilà, c'est-à-dire que comme si vous voulez, nous passions notre vie à ne pas voir le temps que met quelque chose pour naître, apprécier cette beauté de l'émergence. Et c'est ça qu'il nous dit, c'est-à-dire que dans le jardinage, c'est-à-dire soudainement, reprendre la main sur ce temps long, mais ce temps qui est cyclique, et où on voit les choses advenir, et puis elles partent, mais on voit surtout les choses advenir, on contemple la naissance. Et c'est sans doute un des privilèges de la vieillesse, de contempler la naissance des choses. Parce qu'avant, on est dans le tourbillon, on ne voit pas, ça ne nous intéresse pas, on est malade d'une certaine forme de performance. Mais ce temps pris par la naissance à advenir, soudainement, au moment de vieillir et de disparaître, bien évidemment, on le goûte, on le sent, on le ressent, et c'est par la métaphore de la vigne, c'est par la métaphore de l'agriculture qu'il témoigne bien évidemment de ça. Pour conclure, alors bien évidemment, je passe, il va dire qu'une société bien réglée est une société qui bien évidemment prend en considération cet âge. Hein, donc, grand test de crédibilité de la démocratie, c'est bien sûr la manière dont est pensé ce temps-là. Et puis, dernier point, qui alors là, qui est vraiment romain, c'est qu'il ne faut pas rater sa sortie. Et ça, c'est quand même pas rien. Pas du tout intéressé par le principe de durée. Non. Briller, oui, durer, moins. Et la pire des choses, dit-il, c'est la chute honteuse au dernier acte. Ça, c'est vraiment pas terrible. Ça, c'est vraiment désagréable. Et cette formule géniale, chacun doit être satisfait du temps qui lui est donné à vivre. Un bon comédien n'a pas besoin pour plaire, on ne le savait pas, mais c'est ce qui est dit là, d'aller jusqu'au bout de la pièce. Qu'il se montre dans un des premiers actes et on l'applaudira. Ainsi du sage. Il n'est pas nécessaire qu'il demeure sur la scène jusqu'à la chute du rideau. C'est intéressant parce que, voilà, il y a quelque chose qui est de l'intensité du moment, tout de même, du qualitatif du moment sur le quantitatif. Bon, ne pas, voilà, encore une fois, ne pas rater sa sortie. Et puis, les dernières pages de ce texte que vous découvrirez seul sont sur, bien évidemment, un point essentiel, c'est que Cicéron croit en l'immortalité de l'âme. Bien sûr, c'est la fameuse petite curiosité qu'on a entendue tout à l'heure, où elle a dit au bout de « je suis curieuse, j'ai envie de savoir ». Et c'est l'argument classique qu'on retrouve chez Montaigne. Pourquoi craindre la fin de tous nos maux? La mort, en l'occurrence. Et on retrouve, et cette idée très belle aussi, et très stoïcienne, qui est que la vie, la terre, elle offre le gîte, mais on n'est pas propriétaire. Hein, donc, voilà, je quitte la vie comme on sort d'une hôtellerie et non de sa maison paternelle. C'est-à-dire qu'en somme, voilà, j'ai vécu ici, mais je n'ai pas cette captation sur ce qui est ici. Et je suis passée un peu plus vite pour quand même qu'on ait un tout petit peu de temps de parler de Beauvoir. Il termine ce texte sur le fait que lui, en tout cas, alors lui, Cicéron, avec sa fille Tullia, mais faisant parler Caton, qui vient de perdre son fils, et Caton disant, voilà, il y a quelque chose de bien plus odieux que la vieillesse qui se meurt, et il y a la jeunesse qui part avant l'heure. Et de fait, s'il y a quelque chose de répugnant, c'est dans ce fait d'arracher la vie. Et
et il le dit, c'est en dépit de la nature. Le vieillard expire doucement. Hein, voilà. Donc d'une certaine manière, voilà. En revanche, la vie est comme un fruit, il faut la violence pour l'arracher au jeune homme. Hein. Il faut quelque chose, et ça, c'est quelque chose de profondément insupportable, alors qu'il y a du raisonnable dans la mort du plus âgé. Et bien évidemment, le texte termine sur cet apprentissage philosophique de la mort, tout simplement, ça veut dire du détachement des faux désirs. Et voilà. Bon, donc voilà un petit peu un texte chez Cicéron qui en fait n'est pas comme ça, quand on le lit un peu rapidement, on a l'impression que vraiment tout est beau, tout est merveilleux, et en fait non, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Et malgré le fait qu'il n'affronte pas la question de la maladie et de la vieillesse conjuguée, parce que c'est pas sa question, mais il affronte tout de même la spécificité comment dire, de cette vieillesse et du caractère illustre aussi qu'elle peut avoir à partir du moment où elle se pose comme souci du corps, absolument tant de l'étude, tant de la connaissance et résistance au sens d'une action ciblée contre la décrépitude. Bon. Il nous reste 5 minutes, donc de fait, j'abandonnerai les autres parties. Mais vous renvoyez vers ce texte de Simone de Beauvoir. Ce qui est important là, c'est qu'elle aussi, elle écrit aussi le texte à 62 ans, comme Cicéron. Elle place la vieillesse à 65, donc on sent que c'est pas drôle. Et en fait, elle va travailler véritablement des choses très très dures sur la vieillesse comme perte du statut d'adulte. Question de la dépendance, mais sur le fait, et c'est une chose qui est spécifique d'ailleurs chez Beauvoir, entre la vieillesse et par exemple le fait d'être une femme, c'est que vous êtes défini par l'extérieur. C'est ça la chosification. La catégorisation s'abat sur vous, vous êtes le dernier au courant. Ah bon, je suis vieux? Oui, de fait non, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Ah ben si, hein, la catégorisation s'abat sur vous. Et cette chosification, cette qualification qui s'abat sur vous est une disqualification. Parce qu'encore une fois, si c'était une qualification qui s'abat sur nous en disant « mon Dieu, qu'il est merveilleux », pourquoi pas? C'est tout aussi désastreux en termes d'illusions et de malentendus, mais c'est plus agréable au quotidien. Mais cette disqualification, en fait, ce qui se joue, c'est disqualification du sujet et disqualification de la reconnaissance même. C'est-à-dire que dorénavant, vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes plus reconnu. Vous n'êtes plus reconnu et ce qui émane de vous n'est pas reconnu. Et à la différence d'un Cicéron qui avait une vision comment on appelle ça, en rampe montante, comme on dit quand on fait un graphique. Cicéron, on a une vieillesse qui représente une apothéose, une somme de toute la vie, et il y a une vérité linéaire, progressive, hein, on monte, il y a une forme comme ça, montante. Bon. Chez, bien évidemment, Beauvoir, la vieillesse est une rupture. Ce n'est pas une continuité. C'est qu'à un moment donné, ça vient casser comment dire, précisément ce sentiment d'ascension. Et c'est ça qui est profondément compliqué. Et puis, c'est tout le travail qu'elle va faire, on y reviendra peut-être la prochaine fois, sur l'inégalité d'avoir accès à cette vieillesse sereine et qui est bien évidemment renforcée au moment de la vieillesse. Et pareil,
elle va dire aussi cette fin de l'évidence. Vivre ne va plus de soi. Voilà. C'est la fin du « ça va de soi ». Ça, c'est terminé. Et ce deuil-là, c'est vrai qu'elle reste, elle, plus... Voilà, on avait dit au début, ruban de Moebius, entre ce paradoxe entre d'un côté le deuil de ça, le deuil de soi comme évidence, mais il y avait le surgissement de quelque chose. Elle voit moins le surgissement, de fait. Hein. Elle est moins dans cette idée du surgissement. Et voilà, je dirais la fois prochaine, éventuellement, quelques mots sur une vision qu'elle a genrée. Qu'est-ce que vieillir pour un homme? Qu'est-ce que vieillir pour une femme? Et on verra ça la semaine prochaine. Vu qu'on est sur le sujet de la mort, je dirais qu'il y a une continuité thématique. Donc maintenant, rendez-vous pour nos échanges. Merci.